Bienvenue ici au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon pour cette série d'émissions sur la loi de 2015 qui encadre la succession au Gabon. Mais notez-le, l'article 647 nouveau de la loi numéro 2/2015, modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 19/89 de décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil gabonais stipule que la succession s'ouvre au jour de la transcription à l'état civil de la déclaration de décès d'un individu. Oui, dès ce moment, les biens successoraux doivent faire l'objet de mesures conservatoires de la part du tribunal compétent à la demande des héritiers légaux. Mais à l'épreuve des faits, madame, monsieur, eh bien la loi pose problème car sa compréhension varie en fonction des coutumes et autres interprétations individuelles. Alors, qu'en est-il réellement? Notre invité, maître Bluen Okeli Gouriou-Ogoula, notaire, va nous aider à lire le droit et à liquider enfin la succession sur Gabon 24 pour cette série d'émissions consacrée à cette loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive puisqu'il y a encore des orphelins, des héritiers légaux qui sont spoliés. Madame Okeli Gouriou, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Vous êtes notaire. Déjà, avant que d'entrer dans le vif du sujet, nous dire quel est votre rôle finalement en tant que notaire dans la liquidation d'une succession? Liquider une succession, qu'est-ce que ça veut dire? De façon assez large, ça va être de transmettre le patrimoine qui appartenait à la personne qui est décédée à ses héritiers. D'accord. Il y a un aspect civil qui est très technique et aussi un aspect fiscal. Ce sont deux phases essentielles au règlement d'une succession. Expliquez-nous en d'autres termes. D'accord. La loi prévoit un système par défaut quand une personne décède. Ce système-là, il est basé sur un classement des héritiers en fonction de l'affection présumée du défunt. Ah. D'accord? C'est un classement qui évolue avec le temps et avec la société. La réforme de 2015 en est la preuve, puisque les frères et sœurs ne sont plus appelés à la succession. Les oncles. Donc ce classement-là a été modifié. D'accord. C'est un système par défaut que l'on peut un petit peu changer au cours de sa vie, par le biais par exemple de testaments ou de donations antérieures. Et c'est là où je dis que le notaire peut intervenir dès le départ parce qu'il est fortement conseillé d'aller consulter son notaire même avant d'arriver au stade de la succession pour pouvoir anticiper. Notre premier travail déjà, ça va être l'anticipation. D'accord. Ensuite, dans ce règlement, c'est ce que je vous disais, il y a une phase civile et fiscale. Cette première phase civile, elle va être essentiellement administrative. On va récolter des renseignements auprès des administrations, auprès des héritiers, pour pouvoir déterminer quelle était la consistance du patrimoine du défunt, quels sont les héritiers, quels sont leurs droits et combien ça va coûter. D'accord. Et le combien ça va coûter, c'est la perche que vous me tendez. Le notaire, il n'est pas, c'est pas quelqu'un chez qui on fera bonjour, maître Okeli Gouriou. Je suis Laetitia Galébika, voilà ce qui se passe dans ma vie. Comment je fais? Comment ça se passe? On vient chez vous, on vient avec quoi? À partir du décès d'un des conjoints, qu'est-ce qui se passe? Votre intervention se mesure comment? Comment ça se passe? Alors, les notaires sont des officiers publics. On est assermentés, délégataires de la puissance de l'État. Et le corollaire, si je puis dire, c'est qu'on a un tarif réglementé. Et ce tarif est basé sur plusieurs éléments, plusieurs critères, la nature des actes. Dans le cadre d'une succession, ça va dépendre essentiellement de la consistance du patrimoine. Mais il ne faut pas oublier que les notaires sont aussi collecteurs d'impôts. Ça veut dire que quand on entend parler de frais de notaire, on saute, mais pas du tout. À l'intérieur des frais, il y a les taxes que nous-mêmes nous collectons pour les reverser à l'État. D'accord. Et souvent, il y a une petite confusion par rapport à ça. D'accord. Mais vous ne faites rien pour lever toutes ces zones d'ombre qui entourent l'exercice de votre fonction. Pourquoi? On voit qu'il y a une zone d'ombre. On voit pas souvent. Oui, parce que les gens se disent ah non mais je vais pas chez le notaire parce que c'est cher payé et il peut prendre un peu de mon patrimoine. Il y a toutes ces zones d'ombre qui existent autour de l'exercice véritable de votre métier. Donc merci de nous avoir éclairés. Entrons un peu dans ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous allez nous parler de succession et de liquidation. Les termes se confondent un peu. Qu'est-ce que la succession? Qu'est-ce que la liquidation finalement?
La succession, comme vous l'avez dit, elle s'ouvre au jour du décès. D'accord. D'accord. Le fait qu'une personne décède va ouvrir sa succession. À partir de là, il faut la liquider. Ça veut dire déterminer qui sont les héritiers, quels vont être leurs droits, dans quelle proportion ils vont avoir des droits. Et évidemment, il y a toujours ce côté fiscal où il va falloir peut-être payer des droits aux impôts. D'accord. Et quand les héritiers le souhaitent, parce que si vous voulez, on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire, on va aboutir à un partage qui viendra clôturer cette liquidation-là. D'accord. L'on connaît, pour l'avoir dit dans une précédente émission, maître Okeli Gouriou, le profil des héritiers légaux, c'est-à-dire le ou le conjoint survivant, le ou les conjoints survivants, les enfants du décujus, c'est le père et la mère. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas qui intervient quand pour faire quoi au cours de la liquidation d'une succession. Alors, qui doit frapper à la porte du notaire pour lui dire « le monsieur est décédé, nous sommes tous des héritiers légaux », mais qui doit prendre la décision d'aller rencontrer le notaire pour que celui-ci soit le mandataire légal? La loi prévoit la tenue d'un conseil successoral. D'accord. Lors de ce conseil successoral, un mandataire peut être désigné. Ce mandataire aura parfois les mêmes missions que le notaire, ce qui n'est pas toujours confortable dans le cadre de notre mission, puisqu'on peut être confronté à avoir les mêmes pouvoirs. Mais s'il y a eu ce conseil successoral qui a désigné un mandataire, c'est lui qui, au départ, est notre intermédiaire et qui vient frapper à la porte. D'accord. Donc, là, on arrive à l'article 700, l'article 700 nouveau, de la deuxième partie du Code civil modifié en 2015. Maître Bluhen, cet article 700 nouveau stipule que les membres du conseil successoral dont vous venez de faire mention choisissent en leur sein un président, un ou deux mandataires. Quel est le profil de ces personnes? Parce que tout se mêle. On a un oncle qui a très souvent oublié que le conseil de famille n'existe pas, et puis il arrive, il dit au notaire « j'ai droit de citer ». Donc c'est moi, Maître Okeli, qui suis le représentant de la famille. Donc, quel est le profil véritablement de la personne qui doit être votre interlocuteur? Tous les héritiers. D'accord. Tous les héritiers, sans exception. Parce qu'on a besoin de la collaboration de tous pour pouvoir avancer. Liquider une succession, c'est un peu mener une petite enquête. Parce qu'on doit récolter un grand nombre d'informations dans plusieurs domaines. Administratifs, fiscaux, fonciers, en droit des affaires. Et ça, il n'y a que les héritiers qui peuvent nous renseigner dessus. D'accord. Donc, sincèrement, quand je règle une succession, j'essaye de communiquer avec tout le monde. Mais si tout le monde n'est pas disponible, moi j'arrive chez vous, mais il y a mon frère qui est aux États-Unis. Il y a ma grande sœur qui est à Moulengi Binza. Il y en a une autre à Lepaka et à Ngomo, à Okonja. Bon, on fait comment? On arrive toujours à communiquer. D'accord. Même Toujours. à Okonja. Même à l'EPACA où il n'y a sûr. pas de réseau téléphonique. Bien sûr. Comment vous On faites, arrive toujours Maître Okeli? à communiquer. En fait, j'ai envie que l'on montre la difficulté. On n'aura peut-être pas tous les héritiers légaux en présence. Est-ce que l'absence d'un des héritiers légaux peut empêcher l'ouverture de la succession et Ça donc la liquidation? Ça n'empêchera pas l'ouverture. D'accord. Impossible. Ça peut nous la ralentir. Ça peut ralentir le règlement de la succession. Parce que nous travaillons à l'amiable. On dit que les notaires sont les juges de l'amiable. On a besoin de recueillir l'accord de tout le monde. Donc, nécessairement, s'ils sont loin, ce n'est pas bloquant dans la mesure où on peut communiquer. C'est s'ils refusent de communiquer, s'ils refusent de collaborer, où là, on peut être confronté à des difficultés pour avancer. Et s'ils refusent de communiquer? S'ils se disent, bon, je ne suis pas présent, vous attendrez que j'arrive. Et on sait que là, il y a une date quand même, il y a une deadline pour le démarrage des choses. Quelle est-elle? Déjà, rappelez-nous, s'il vous plaît. Un héritier qui a la connaissance de l'ouverture de la succession a un délai de 12 mois pour opter. C'est court, c'est très court. C'est très court. Et c'est cette disposition-là qui nous permet à nous de mettre un petit peu la pression quelque part à certains héritiers en leur disant « Attention, n'oubliez pas ça. Vous courez vous aussi un petit danger à ne pas collaborer avec nous parce que passé 12 mois, la loi prévoit que l'héritier est réputé renonçant. » D'accord. Donc c'est dans l'intérêt des héritiers, et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, de communiquer et surtout de collaborer. D'accord. On l'a bien compris, c'est essentiel que vous ayez l'avis de tout le monde pour établir finalement le patrimoine du décujus. On est bien d'accord, c'est... Oui, le patrimoine. Et connaître les successibles. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Le premier acte,
si je puis dire, qu'on va poser. Le premier acte authentique, ça va être l'acte de notoriété. C'est l'acte qui va venir constater quels sont les héritiers et quels sont leurs droits. On va identifier le défunt et ensuite on va lister les héritiers. Dans cet acte, c'est aussi là où on va dire s'il y a eu un testament. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le défunt, peut-être de son vivant, a décidé de changer quelques petites dispositions qui sont prévues par la loi. C'est dans cet acte qu'on va l'inscrire. Et également dans cet acte, on peut, mais ce n'est pas obligatoire, faire accepter la succession par les héritiers. C'est-à-dire ? On peut avoir une qualité d'héritier, mais ne pas encore décider de l'accepter. C'est là où le travail du notaire est important, puisqu'on va dresser un bilan du patrimoine. Et si on n'a pas la connaissance du passif, un héritier peut être tenu sur son patrimoine personnel du passif. Si la succession est déficitaire, il n'est pas du tout intéressant, potentiellement, de l'accepter. Donc, on doit d'abord dresser ce patrimoine-là, Quand vous dites ce bilan. déficitaire, ça veut dire quoi? Si, par exemple, le DQJUS avait des dettes, etc., des choses comme ça. Voilà. On va dresser un bilan patrimonial. C'est un peu un travail comptable, avec une colonne active, une colonne passif, et on va regarder si, au final, c'est positif ou c'est négatif. D'accord. Si et là, c'est l'héritier négatif, peut se dire, ah, mais moi, j'en veux pas. Exactement. Si, au final, il a plus de dettes que de biens à récupérer, à recueillir, il a tout intérêt à renoncer. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Plus de dettes, par exemple, que doit faire l'héritier? Quand on a la certitude du patrimoine, la décision va se poser d'accepter ou de renoncer. Il a la possibilité de renoncer à la succession. Et quand il renonce, le patrimoine va vers qui? Le conjoint survivant? Voilà, s'il y a d'autres héritiers qui, eux, disent « non, moi j'accepte la succession pour des raisons qui leur sont propres », ça va leur revenir. D'accord. Mais j'ai encore envie de m'arrêter, Maître Kelly Gouriou, c'est la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant le nombre d'héritiers, c'est qu'il y a toujours un héritier qui bloque les choses. Il n'en a peut-être pas le droit, mais il décide de le faire. Est-ce que vous, en tant que notaire, avez force être force de proposition, ou vous avez est-ce que vous pouvez l'obliger à rentrer dans ce qui est prévu par la loi, en appelant par exemple les autres successibles à travailler ensemble pour lui, l'écarter et prendre la bonne décision qui va permettre à tout le monde finalement d'entrer dans la succession? Comment vous allez faire ça? Est-ce que vous avez déjà cette position-là? Vous pouvez l'avoir? On est officier public, mais on n'est pas officier de police. D'accord. On ne peut pas forcer les héritiers à faire quelque chose. D'accord. Ce qu'on peut faire, bien évidemment, c'est toujours de tenter de trouver des solutions amiables, de discuter avec les héritiers et de chercher une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Et ce n'est pas toujours évident. Mais c'est un petit peu l'essence même de notre métier. À partir du moment où il y a un conflit, un contentieux, on n'est plus compétent. C'est le tribunal qui prend le relais. D'accord. Vous passez la main. Mais il y a que les dernières volontés du défunt ne sont jamais acceptées sous les tropiques. Suivez mon regard. Il y a un oncle qui a dit, bon, moi j'ai payé l'école de Laetitia Ngalibica, j'ai participé à son positionnement social et donc j'ai droit de citer dans cette... Maintenant qu'il n'est plus là, il n'a plus il ne peut plus rien faire. Sauf que le défunt a laissé on va dire quoi, un testament. Est-ce que ce testament a force de loi? Est-ce qu'il peut décider, si le défunt a laissé dans son testament que c'est Laetitia qui hérite de tout, pas Madame Assengon ou Monsieur Okono, est-ce que ce testament a force de loi et donc le notaire va s'en tenir à ce qui est dit dans le testament, où on va rentrer dans véritablement ce que dit la loi et partager l'héritage en fonction de ce qui est prévu? Alors, quand il y a un testament, déjà, il faut savoir quelle forme de testament, comment il a été fait. Combien il en existe? Alors, essentiellement deux. Il y a le testament holographe et le testament authentique. En français? Le testament holographe, c'est le plus simple. C'est celui qui est écrit, daté et signé par son auteur. Il est tout à fait valable. Il peut être déposé chez son notaire. Il est même recommandé de le lui montrer d'abord. Et le notaire peut aussi en assurer la garde. D'accord. Ce qui est intéressant ici au Gabon, c'est que quand un notaire est en charge d'une succession, il va interroger tous ses confrères en pratique pour savoir s'il serait détenteur justement d'un testament. D'accord. Quand on ouvre une succession, c'est un des premiers actes qu'on pose. D'accord. Le second testament, c'est le testament authentique qui, lui, est reçu par le notaire. C'est nous qui rédigeons. On est un petit peu le rédacteur de la pensée du testateur. Ce testament se fait en présence de deux témoins qui sont choisis par son auteur.
D'accord. D'accord. Donc le testament, il va être valable. Maintenant, c'est le travail du notaire de déterminer si les volontés du testateur peuvent s'appliquer. Et chaque succession est unique. Si vous alléguez tout son patrimoine, je vais regarder s'il a des enfants. Parce que Je suis son enfant. vous êtes son Mais enfant. il a décidé que ce sera moi et personne d'autre. D'accord. On a le droit de léguer la moitié de son patrimoine au Gabon. Ça s'appelle la quotité disponible et comme son nom l'indique, elle est disponible. Mais elle n'est que de la moitié. L'autre moitié, ça s'appelle la réserve. Elle est réservée aux enfants et elle se partage par part égale entre les enfants. Donc on peut disposer par testament, mais c'est là où le travail du notaire sera essentiel parce qu'il va vérifier si les legs, les dispositions qui ont été prévues peuvent s'appliquer ou dans quelle mesure elles peuvent s'appliquer. C'est cela. D'accord. Et tout cela est très intéressant. Maître, mais vous savez, nous sommes face à des pesanteurs socioculturelles. Pour lever un coin du voile sur tout ce qui se dit et s'entend autour de cette loi de 2015, même si papa a dit que bon, l'héritage revient à Laetitia, vous avez retrouvé mes frères et sœurs, ils doivent bénéficier de cet héritage. Comment vous allez outrepasser ce que mon père a décidé? On n'est pas obligé d'outrepasser. Si par exemple votre père vous a désigné légataire universel, ça veut dire que vous avez vocation à recevoir toute sa succession. Mais pas à la garder pour moi. Alors, si vous êtes en mesure de dédommager vos frères et sœurs de la part qu'ils n'auront pas reçue, D'accord. vous pouvez recueillir tout le patrimoine de votre papa et dédommager. Parce que cette réserve héréditaire-là, on ne peut pas y toucher. Mais on raisonne en valeur. On ne raisonne pas forcément en nature. D'accord. Mais il y a que, on le sait, hein, la succession, la part qui revient aux successibles, c'est 50% du patrimoine. Parce que 50% revient au conjoint survivant, en pleine propriété. On est d'accord? Je ne dis pas de bêtises. Pas forcément. Pas forcément. Là, vous êtes en train de me parler déjà d'un régime de communauté. Communauté des biens. Ce qui n'est pas forcément le cas. D'accord, mais on est en communauté des biens. Je suis mariée à monsieur X et puis monsieur X est parti. 50% de notre patrimoine quand même revient de droit, en pleine propriété. Mais j'ai une autre part dans les 50% en usufruit. Oui. On est d'accord. Sortons de cela. Lorsque le décujus dit que cette part qui lui revient, parce qu'elle lui revient de droit, cette part, il la lègue à X personnes. Est-ce que ces X personnes jouissent de cette part en pleine propriété? Là est ma question. Alors, le raisonnement est différent. D'accord. À partir du moment où la succession s'ouvre, les héritiers se retrouvent dans ce qu'on appelle, Le conseil terme, successoral. non, l'indivision. Ah, Ils se retrouvent en indivision. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont potentiellement tous copropriétaires. Et tant que le partage n'a pas été fait, la maison qui est commune, elle est dans cette indivision-là. D'accord. C'est très grave ce que vous dites. Il y a un testament, hein, je pars toujours du fait qu'il y a un testament qui existe, il y a toujours cette indivision qui peut se poser. Oui, tant que la succession n'est pas réglée, tant qu'un partage n'a pas été fait, nous sommes Oui. dans une indivision. D'accord. Ok. Donc, lorsque l'on est dans l'indivision, que doivent faire les héritiers légaux? Les règles de l'indivision sont prévues par la loi. C'est-à-dire qu'il y a certains actes qui sont qualifiés par la loi. On va parler d'actes conservatoires, d'actes d'administration, d'actes de disposition. Ils sont classés en fonction de la gravité de ces actes. Et en fonction de cette gravité, un héritier peut agir seul. Par exemple, pour les actes conservatoires, imaginez la maison familiale où la toiture s'est effondrée suite à un orage. C'est essentiel de réparer cette toiture. D'accord. N'importe quel héritier peut prendre sur lui d'aller faire cette réparation. Maintenant, pour les actes les plus graves, il va falloir l'unanimité, tant que ce partage n'aura pas été fait. Et c'est là où les successions peuvent prendre plus ou moins de temps à être réglées. Ça va dépendre de l'entente entre les personnes. Est-ce qu'elles veulent rester dans cette indivision? Et dans ces cas-là, on peut même prévoir une convention pour la gérer. Ou est-ce qu'on va essayer au contraire de tendre vers un partage? D'accord. Et d'accord, tout cela est bien gentil. Maître Okeli Gouriou, il y a des héritiers qui dissimulent des biens. Parce que bon, papa n'a pas tout déclaré à maman et donc ni aux autres enfants. Moi, je suis au courant de cela. Je dissimule les biens. Que se passe-t-il pour cet individu qui
ne respecte pas les dernières volontés de son père, donc au nombre d'héritiers, il faut partager à part égale les biens du défunt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Que dit la loi? Déjà, il faut rappeler que nous menons une petite enquête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais vous avez mené l'enquête, vous ne savez pas. Je vais le savoir. Ah, Je vais le savoir parce que je vais interroger les administrations, je vais interroger les domaines, le cadastre, l'ANUTTC, les héritiers, toute personne qui est à même de communiquer. Et croyez-moi, les héritiers ont des choses à dire. d'accord. Maître Donc on a Kelly-Gouriou, l'information. vous avez un homme qui a construit à Franceville, à Oui. Oyem, à Mivoul, à Port-Gentil, qui n'a pas mis au nom de Monsieur X. Mhm. Comment vous allez faire pour retrouver ce patrimoine et finalement l'insérer dans la succession? C'est au cas par cas. Est-ce que ce bien, il est titré? Est-ce qu'il est en titre foncier? Au nom de qui il est? C'est tous ces éléments-là qu'on récolte et qu'on analyse. C'est là où on va donner des qualifications juridiques aux biens. Est-ce qu'ils font partie de la succession, de la communauté ou pas du tout? D'accord. Lorsque vous avez réuni toutes ces choses, parce que nous sommes arrivés un tout petit peu à la fin de cette émission, lorsque vous avez réuni, vous savez qui doit recevoir quoi, comment ça se passe la liquidation finalement? Alors, à partir du moment où on a fait tout le bilan patrimonial, on a déterminé les droits des héritiers, ils vont avoir deux options. Soit ils vont dire on ne veut pas faire de partage, on veut rester comme ça. On va faire une convention d'indivision, c'est ce que je vous disais, qui va gérer, qui va déterminer la façon dont sera géré ce patrimoine. Soit on va tenter de faire un partage. Je dis tenter parce qu'il faut satisfaire tout le monde. C'est là où ça peut être un peu difficile. Et c'est là où on a un rôle de composition, puisqu'on va essayer de déterminer des lots. On va composer ces lots en fonction du patrimoine de la personne. Existant. Voilà. Et chaque lot va devoir correspondre en valeur aux droits des héritiers qui vont les recueillir. Très bien, d'accord. En cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3e degré composent le conseil successoral. De qui s'agit-il? Les frères et sœurs. Ah, finalement ils reviennent, ils réapparaissent. Ils n'ont jamais complètement disparu. L'article 747, et on va s'arrêter là, 747 nouveau, madame, monsieur, dit que si après l'expiration des délais prévus pour l'option du successible, il ne se présente aucun héritier pour succession, la vacance est déclarée conformément aux dispositions de l'article 702 nouveau. De quoi parle-t-on là? Alors, je n'ai encore jamais eu le cas, mais la vacance d'une succession, effectivement, c'est quand il n'y a pas d'héritier, et à ce moment-là, le patrimoine revient à l'État. Ah, d'accord. J'ai encore jamais eu ce cas-là. Il y a toujours un J'aime oncle, autant un vous le frère, dire. un cousin Oui, qui oui, reviennent, les enfants d'une sœur, etc., Exactement. qui peuvent prendre. Maître Kelly-Gouriou, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Finalement, la liquidation est indispensable. Elle est prônée par la loi de 2015, mais elle n'est pas très accessible. Il y a encore spoliation. Est-ce que c'est un manque d'appropriation, selon vous, qui fait que les personnes ne savent pas, ou c'est bon, on fait avec et on continue quand même de bloquer certains processus qui paraissent évidents? Je pense que c'est difficile d'anticiper sur la transmission de son patrimoine, qu'il y a une certaine méconnaissance de la législation. Et c'est pour ça que j'invite les personnes à venir consulter leur notaire pour se renseigner déjà en amont. Il faut anticiper. Et je reconnais que c'est difficile parce que c'est une façon ça renvoie à sa propre disparition. Donc c'est très difficile de faire cette démarche-là. Mais il faut la faire. Et en anticipant, on laisse des écrits. On laisse des écrits pour ses enfants et c'est essentiel. Et nous, on est là pour anticiper, pour accompagner les gens dans cette démarche. D'accord. Que retenir, maître Kelly-Gouriou, de cette émission? Finalement, la succession, on sait quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle s'achève, mais surtout, rappeler aux téléspectateurs peut-être le rôle du notaire qui est tellement important dans la liquidation de la succession, s'il vous plaît. Le notaire est là pour anticiper sur justement la succession. Donc c'est essentiel, je pense, pour les personnes d'aller le consulter, le voir, même si je sais que c'est difficile d'appréhender sa propre succession puisque ça renvoie à sa disparition. Donc c'est une démarche qui n'est pas facile. Mais je ne peux qu'inciter les gens à le faire parce que justement, on peut prévoir des petites dispositions qui vont venir modifier ce qu'a prévu la loi et conformément à ses volontés. Donc il faut le faire. D'accord. Et c'est important de le faire. L'importance du notaire, vous venez de la voir, c'est
une personne qui joue un rôle essentiel. Donc, elle n'est pas formée pour s'aider elle-même. Non, elle est là pour vous. Et donc, chers successibles, c'est le moment ou jamais d'aller consulter cette personne, car oui, qu'il s'agisse du testament, de vos dernières volontés ou même de la liquidation de la succession, son rôle est important. Merci beaucoup, Maître Bluen Okeli Gouriou Ogoula. Vous êtes notaire, vous nous avez aidé à liquider la succession. Vous avez ainsi refermé cette série d'émissions autour de la loi de 2015, une loi qui pose véritablement problème depuis sa révision parce que les personnes ont du mal à se l'approprier. Donc, merci de nous avoir dit le droit et de nous avoir permis de rester dans cette loi du début à la fin. Merci au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon qui nous a permis de vous servir cette série d'émissions. Merci à vous sur Gabon 24. Nul ne doit ignorer la loi qui, elle, est impersonnelle. Merci surtout de vous souvenir qu'il y a une loi qui encadre la succession au Gabon et que personne ne doit l'ignorer. Donc, merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.